Beaucoup a été dit sur l'un, sinon le plus grand criminel des Pays-Bas. Pendant des années, il a fait la une des journaux. Mais nous n'avons jamais vraiment entendu son point de vue. Ce que vous allez regarder révélera chaque détail de son histoire. Des crimes violents dont il est accusé à son organisation de trafic de drogue et à ses associés les plus importants, y compris son fils de 22 ans. Oh, et n'oubliez pas son plan pour s'évader de la prison la plus stricte et sécurisée des Pays-Bas. Vous êtes déjà demandé ce qui se passe dans la tête de celui que les médias ont qualifié de criminel le plus vicieux des Pays-Bas? Eh bien, vous pourriez être surpris. Ce qu'il a à dire sur toutes ces accusations contre lui, Denkingen? Vooralsnog heb ik nog niks te melden. Niks te melden. Oké. voici l'histoire de Ridwan Tahi. Ma dernière vidéo sur Ridwan Tahi date de plus de 10 mois. C'était en fait la 4e vidéo que j'ai jamais publiée sur cette chaîne. C'est un sujet qui occupe les médias néerlandais ainsi qu'internationaux depuis des années. Et ce n'est toujours pas terminé. J'ai vraiment voulu attendre un temps significatif avant de le couvrir à nouveau pour qu'il y ait suffisamment de nouvelles informations à discuter. Et je peux vous dire qu'il y en a définitivement. Pour ceux d'entre vous qui ne le connaissent pas, qui est Ridwan Tahi? Ridwan Tahi est né au Maroc en 1977 et a déménagé aux Pays-Bas avec sa famille en 1980. Vers l'âge de 14 ans, il a rejoint un gang de rue appelé The Bad Boys, ou simplement BAD, qui s'engageait principalement dans des petits délits, ainsi que des courses de rue. Bien qu'étant un bon élève, il a quitté l'école à 17 ans pour se concentrer sur le trafic de hashish. Il est alors autorisé à exploiter une partie des lignes de hashish du Maroc vers l'Espagne, autrefois mise en place par son grand-père, et il les développe. Quelque temps plus tard, au lieu d'utiliser les lignes de trafic de hashish, Ridwan les utilise pour le trafic de cocaïne, qui était bien plus lucratif. À un rythme rapide, il a réussi à gravir les échelons et est devenu si riche qu'il est devenu l'un des nouveaux leaders de la pègre néerlandaise. Pendant longtemps, Ridwan était relativement inconnu de la police néerlandaise. Il y a plusieurs explications à cela, mais la plus importante est qu'il s'était fait radier du registre des personnes physiques de la commerce en 2009, un stratagème que les criminels utilisent souvent pour rester sous les radars. Si les policiers avaient arrêté Ridwan un jour avant le 27 juin 2015, ils n'auraient absolument aucune idée de qui ils avaient affaire. Dans leur système, ils auraient trouvé 2 amendes de circulation, une pour excès de vitesse en 2010 et une pour avoir parlé au téléphone au volant en 2012. Une enquête plus approfondie dans ces dossiers aurait révélé quelques anciennes condamnations pour cambriolage et possession d'armes durant ces années Bad Boys. Mais ce serait à peu près tout. Ce n'est que le 27 juin 2015, précisément, que le nom Ridwan est apparu dans un dossier de police. Un homme nommé Ebrahim Bouzou a commencé à parler à la police et voulait déposer une plainte contre cet homme appelé Ridwan Tahi. Ebrahim était un criminel qui disait que Ridwan lui en voulait et voulait l'éliminer. Il a ensuite raconté que Ridwan vendait plus de 1000 kilos de cocaïne par mois et faisait éliminer des personnes s'il le souhaitait. Il a même déclaré que Ridwan Tahi était une sorte de maniaque sous l'effet de la drogue. Gardez ce détail en tête. La police avait du mal à comprendre ce qu'il disait, car ils n'avaient absolument aucune idée de qui était Ridwan à ce moment-là. Ils ont même mal orthographié son nom, écrivant Redwan avec un E au lieu d'un T. Puis, juste un mois plus tard, le nom de Ridwan Tahi est apparu dans une enquête qui a suivi une importante découverte d'armes à Nieuwegein. Cela a conduit à plusieurs arrestations, dont certains hommes appartenant aux Bad Boys, lorsqu'ils étaient plus jeunes. Mais malgré cela, le nom n'a pas immédiatement retenu l'attention. Ils ne savaient pas encore qu'il deviendrait l'homme le plus recherché du pays, et qu'il bouleverserait tout le pays avec sa violence. Au fil des années, Ridwan se heurtait constamment à des rivaux, qu'il faisait ensuite éliminer ou contre lesquels il tentait de le faire. Cependant, cette impitoyabilité ne visait pas uniquement les rivaux. Il ordonnait également l'élimination de personnes qui ne faisaient que mal parler de lui. Des criminels, des informateurs, des avocats, des journalistes et des innocents ont tous été victimes de sa violence. Personne n'était à l'abri. Le 12 janvier 2017, un coup condamné par Ridwan a échoué misérablement car la mauvaise personne a été tuée. Avec le recul, on peut dire que cet incident a marqué le début de la fin pour lui. Après cet incident, un membre de son organisation, Nabil B,
qui avait orchestré certains coups pour Ridwan, a décidé de parler à la police et est devenu un témoin clé contre Ridwan et son organisation. Cela ne signifiait pas pour autant que les meurtres s'arrêteraient là. En mars 2018, le frère du témoin clé Nabil B est assassiné, apparemment sur les ordres de Ridwan en représailles pour être devenu un témoin clé et avoir dénoncé Ridwan. Comme si cela ne suffisait pas, en septembre 2019, l'avocat de Nabil B, Dirk Wiersum, est également assassiné. Tous ceux qui étaient contre Ridwan seraient éliminés. Bien que les preuves s'accumulent, les forces de l'ordre néerlandaises n'avaient pas encore trouvé et arrêté Ridwan. Une chasse est engagée pour l'homme qui était resté sous les radars pendant longtemps, mais qui était désormais devenu l'homme le plus recherché des Pays-Bas. Il était supposé être soit au Suriname, protégé en Iran, au Costa Rica, en Colombie ou à Dubaï. Personne ne savait avec certitude. Dans le but d'augmenter la pression sur Ridwan, la police néerlandaise a décidé de partager une photo de lui avec le public. C'est désormais l'une des photos les plus connues de lui, celle où il envoie un baiser. Pas l'image typique que vous avez en tête d'un criminel vicieux, n'est-ce pas? Cependant, l'histoire derrière cette photo est assez intrigante et montre une autre facette de ce criminel notoire. L'image a été récupérée à partir de messages PGP interceptés envoyés en avril 2016. Selon les autorités chargées de l'enquête, Ridwan est en train d'avoir une conversation avec son fils aîné, Faisal, qui avait 15 ans à l'époque. Faisal dit « Je vais faire du karting cet après-midi, papa. »« Amuse-toi bien », lui répond son père. « Merci. Envoie un selfie, papa », écrit son fils. En réponse, Tahi a envoyé la photo désormais iconique. 2 heures plus tard, Faisal a envoyé une photo du tableau de score. Elle montre que Faiz a gagné. « Regarde qui est arrivé en première place », a écrit Faisal à son père. « Que Dieu te récompense », a répondu Ridwan. « Merci papa, je t'aime ». C'est une conversation qui pourrait se dérouler entre n'importe quel père et fils qui s'aiment profondément. Cependant, dans ce cas-là, le père était l'homme le plus recherché du pays. Le garçon de 15 ans n'avait aucune idée de la trajectoire que sa vie prendrait à cause des décisions de son père. À ce moment-là, Ridwan était déjà en fuite depuis un certain temps. Il n'avait pas passé de temps avec sa famille depuis longtemps, ce qui a rendu sa femme, la mère de ses enfants, très mécontente. « Tu as besoin de tes enfants autour de toi, tout comme nous avons besoin de toi », lui a-t-elle envoyé via son téléphone PGP. « Tu es absent de ta famille depuis trop longtemps et tu en es venu à exprimer ta colère sur tous ceux qui se trouvent sur ton chemin. Sais-tu que même Faisal est très perturbé par ça? Il y a quelque temps, il a dit qu'une fois plus grand, il se vengerait de tous ceux qui nous ont empêchés d'être avec notre père. Ne vois-tu pas ce que tes enfants sont remplis de rage et que cela ne finira jamais, même lorsqu'ils seront grands? Ils seront encore remplis de rage et chercheront. » Le 16 décembre 2009, il a été arrêté à Dubaï dans sa villa de luxe sur The Palm après une longue traque. La police de Dubaï a suivi plus de 10 personnes qui étaient prétendument en contact avec Ridwan. Cela les a conduits à la villa sur The Palm. Cependant, la villa semblait totalement abandonnée. Tous les volets étaient fermés, il n'y avait ni voiture ni mouvement pendant la journée. Mais, la nuit, un homme jetait les ordures chaque soir, juste avant que les camions de ramassage ne passent. Cet homme apportait aussi parfois des médicaments et de la nourriture. C'était un signal pour la police qu'il y avait effectivement des gens dans la maison. La police de Dubaï ne savait toujours pas à quoi s'attendre. Des rumeurs circulaient aux Pays-Bas selon lesquelles Ridwan aurait pu subir une chirurgie plastique pour changer ses traits de visage. Serait-il même capable de le reconnaître? Ils ont décidé de poursuivre leur mission et sont entrés dans la maison ce 16 décembre. Et malgré les informations limitées, ils avaient raison et ont trouvé Ridwan à l'intérieur de la villa. Dans la villa, la police a trouvé de grosses sommes d'argent, des magazines néerlandais rapportant ses crimes, des ordinateurs portables et des téléphones portables, selon les officiers sur place. Ridwan était sous le choc quand ils ont fait irruption. Lors de son arrestation, Ridwan a affirmé qu'il était son propre prisonnier, paranoïque et sans liberté. Il s'est rendu sans résistance, et c'est là que, selon lui, ont commencé 72 heures de pure souffrance. D'après une déclaration de Ridwan après son arrestation, il a été retenu dans une pièce glaciale où il a été tasé, battu, nourri de produits chimiques inconnus et bien plus encore. Il a ensuite affirmé que la photo diffusée de lui après son arrestation avait été retouchée. Je le dis parce que c'est une fausse photo. Toutes les blessures sur mon visage,
comme mon nez cassé ont été photoshopés. Par l'intermédiaire de son avocat Inez Vesky, il a ensuite diffusé les véritables photos, montrant clairement un Ridwan blessé. Sur ces photos, on peut voir l'empreinte d'une botte sur son front, une cheville enflée à cause des liens trop serrés et des marques de taser sur son épaule. Il avait effectivement l'air sérieusement amoché. Après cet interrogatoire brutal, il a été extradé vers les Pays-Bas et emprisonné dans la prison de haute sécurité néerlandaise appelée l'EBI. Et même si l'attentat raté en 2017 marquait déjà le début de la fin, souvenez-vous de l'attentat qui a fait de Nabil B un témoin clé contre lui. Eh bien, l'arrestation de Ridwan a marqué un point de non-retour. Un procès s'étendant sur plusieurs années allait suivre. Et cela n'affecterait pas seulement lui et sa famille, mais également toute la nation, avec la perte d'un avocat et d'un journaliste de renom. Sans oublier bien sûr le reste de son organisation et ses partenaires commerciaux. La police néerlandaise était déterminée à démanteler l'ensemble de la structure de pouvoir criminel autour de Ridwan et n'allait pas se reposer tant qu'elle n'aurait pas réussi. Personne n'aurait pu imaginer qui faisait partie de son organisation. Restez avec moi, car nous allons entrer dans une conversation avec l'homme lui-même. Un mois après son arrestation, Ridwan était convoqué pour son premier interrogatoire à l'EBI. La transcription de cet interrogatoire a été partiellement partagée. Outre les messages PGP qui lui sont attribués, c'est l'un des premiers aperçus dans l'esprit de Ridwan, où l'on peut, en quelque sorte, l'entendre parler et comprendre comment il voyait les choses. C'était en janvier 2020, lorsque Ridwan a été amené dans la salle d'interrogatoire spécialement conçue pour lui dans le complexe pénitentiaire. La salle d'interrogatoire était équipée de caméras et de micros de pointe. Une fois dans la salle, la seule personne qu'il reconnaissait était son avocate, Inez Vesky. L'un des interrogateurs s'est présenté comme Ron, l'autre comme Ronald. 5 de leurs collègues observaient depuis la salle d'enregistrement. Étant donné que les interrogatoires se déroulent généralement mieux lorsque l'interrogé est à l'aise, les interrogateurs ont essayé de normaliser un peu la situation. Les règles en vigueur au sein de l'EBI avaient été légèrement assouplées. Par exemple, Ridwan n'était pas interrogé derrière une vitre et son avocate était autorisée à assister à l'interrogatoire dans la même pièce. De plus, Ridwan a été emmené au studio d'interrogatoire dans les menottes habituelles ni d'autres mesures de sécurité. Cet interrogatoire initial était ce que les enquêteurs appelaient un interrogatoire social, pour mieux connaître le suspect et le mettre quelque peu à l'aise. Ridwan a refusé la boisson offerte par les 2 détectives dans la pièce, et c'est là que l'interrogatoire a commencé. « Comment préférez-vous être appelé ?» a demandé un des interrogateurs. « Appelez-moi comme vous voulez », a répondu Ridwan. « Mais qu'est-ce que vous préférez ?»« Je n'ai besoin de rien », dit Ridwan. « Nous sommes aussi transparents que possible envers vous », a dit un des interrogateurs. À quoi Ridwan a répondu avec colère. « Transparent ? Le ministre public n'est pas aussi transparent. De nos jours, tout est balayé sous le tapis, n'est-ce pas ?» Le ton était donné. À propos des crimes qu'il aurait commis, il n'a exprimé que son agacement. S'il vous plaît, soyons clairs. Il n'y a pas de vérité dans mon affaire. Tout est basé sur des mensonges et des rumeurs. Tout ce qui se passe aux Pays-Bas, c'est probablement moi qui l'ai fait. Alors maintenant que je suis en prison, tout le crime est résolu, n'est-ce pas? Plus rien ne se passe dehors. Ridwan est également contrarié par les médias. Il y a un procès médiatique et, dans mon cas, un jugement par les médias. On parle mal de moi tous les jours dans chaque journal, dans chaque émission télévisée, etc. Après quelques heures durant lesquelles Ridwan exprimait son mécontentement sur son arrestation et la manière dont il avait été traité jusque-là, il a montré un côté plus humain. J'ai commencé à fumer moins. Je n'aime pas vraiment le riz. Les repas ici sont horribles. Même mon chat mange mieux. J'aime juste le pain avec du fromage, du salami halal ou du poulet. Il explique ensuite pourquoi, lorsqu'il salue les gens, il met la main sur son cœur, comme signe de respect. L'humanité est fondamentalement bonne. La manière dont les gens se développent, c'est leurs affaires. Il admet qu'il ne prie pas, disant « Peut-être qu'un jour je deviendrai un bon musulman, et que je prierai 5 fois par jour. Qui sait ? J'ai toujours évité les drogues dures. La seule chose que j'ai jamais consommée est un joint. Et parfois j'ai bu du vin blanc, du vin rouge. Je ne suis pas un bon musulman en ce qui concerne l'alcool. Quand on sortait, je buvais parfois, mais à part ça, je n'ai aucune addiction. Parfois je bois une nuit, et puis parfois je ne bois pas pendant 6 mois.
Donc, que je sois un maniaque drogué, malheureusement, je dois vous décevoir. Je n'ai jamais consommé de drogue de ma vie. Faisant évidemment référence directement aux rumeurs à son sujet, le décrivant comme un maniaque sous coke qui avait été diffusé pour la première fois par Ebrahim Bouzou en 2015, vous vous souvenez? Au fil de la conversation, il a dit « Les affaires familiales sont privées. J'ai déménagé avec ma famille aux Pays-Bas à mon 2e anniversaire. Il n'y avait que 5 autres familles marocaines là-bas. J'ai grandi principalement parmi des Néerlandais, donc je parle très bien néerlandais. » Il a également évoqué le sport, disant « Je ne regarde que les résumés. Je ne vais pas regarder 90 minutes pendant que le ballon va d'un côté à l'autre. » C'est à quoi l'interrogateur a demandé « Qui soutiendrez-vous si les Pays-Bas jouaient contre le Maroc en Coupe du Monde ?» Ridwan a répondu en disant « Les deux. Si les Pays-Bas gagnent, c'est bien. Si le Maroc gagne, c'est bien. Si les Pays-Bas jouent seuls, alors je suis pour les Pays-Bas. Mais le Maroc est une mauvaise équipe, non ?» Puis, il était temps pour les interrogateurs d'aborder le sujet principal et de cesser les bavardages. C'est à ce moment-là que la conversation est devenue un peu plus hostile et gênante, surtout lorsqu'ils ont dû passer en revue ses données personnelles. Un des interrogateurs pensait que Ridwan avait dit malheureusement oui aux commentaires selon lesquels tout le monde connaissait déjà son nom de famille. Je n'ai pas dit malheureusement. Entendez-vous dire malheureusement? L'autre interrogateur pensait aussi l'avoir entendu. Mon collègue a dit que votre nom était déjà connu. Et ensuite, vous avez dit malheureusement oui. Un Ridwan agacé a répondu « Je n'ai pas dit ça. C'est vous qui l'avez dit. Pouvez-vous rembobiner la bande ?» Le détective a ri et a dit qu'il allait effectivement le faire. Ridwan ne lâchait pas l'affaire. « Rembobinez simplement, a-t-il dit. Je n'ai pas dit malheureusement. Alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. » Un peu plus tard, Ridwan est agacé d'être interrogé sur son nom. « Mon nom, il est dans tous les journaux, tous les jours, dans tous les médias, dans toutes les émissions de télévision. Et vous me demandez mon nom ?» Les détectives trouvent extraordinaire que Ridwan ait réussi à échapper aux autorités pendant si longtemps. Il a dit « Je ne me suis jamais caché, je suis juste resté tranquillement à attendre. » Cela a pris un peu de temps. Concernant son arrestation, il a dit « Un des officiers m'a mis une arme dans la tête. Regardez, ils vont le nier, mais je sais ce qui s'est passé là-bas. Je sais ce que c'était. J'ai dû m'asseoir dans un congélateur avec une température en dessous de 0 pour être interrogé, sans dormir. On m'a mis des pilules dans mon verre, mon nez bouché, les choses les plus folles. On m'a gardé éveillé pendant 3 jours entiers. Ils m'ont sévèrement battu. J'étais tellement amoché que je ne pouvais pas ouvrir les yeux, ils étaient trop gonflés. Ensuite, ils ont pris une photo de passeport. C'est la photo qui a également été diffusée dans les médias. Au fur et à mesure de l'interrogatoire, Ridwan a commencé à se balancer devant en arrière sur sa chaise. Avait-il un inconfort physique? Mon coccyx. Il est assez abîmé, oui, a-t-il dit. Il ne peut effectivement pas rester assis longtemps. Que s'est-il passé? Eh bien, si vous vous allongez, je peux vous montrer ce qu'ils m'ont fait à Dubaï. Que puis-je dire à ce sujet? Ce qu'ils ont fait là-bas n'était pas agréable, disons-le ainsi. Sinon, je serais encore capable de marcher droit. Vers la fin de l'interrogatoire, un des interrogateurs a demandé à Ridwan « Que pensez-vous du fait qu'il ait déjà dit que si c'est prouvé, nous irons vers la perpétuité ?» À quoi Ridwan a froidement répondu « Vous feriez mieux de dépenser l'argent de ce faux procès pour la pénurie d'enseignement, pour les soins de santé ou pour la pénurie de policiers, plutôt que pour moi. Si le juge me condamne à perpétuité demain, ok soit, affaire suivante. » Une citation si intéressante. « Si le juge me condamne à perpétuité demain, ok soit, affaire suivante. » Pensez-vous qu'il prenait cela vraiment à la légère ou bluffait-il? À la fin de l'interrogatoire, Ridwan a dit « Si vous voulez commencer à parler de petites choses, de religion ou quoi que ce soit d'histoire, ou du camp Wurt, soit, mais à part ça, je n'ai absolument rien à dire. Idéalement, j'aurai une cassette où je pourrais enregistrer la phrase « droit de garder le silence » et je pourrais la jouer tout le temps. » Lors des interrogatoires suivants, Ridwan n'a effectivement plus dit un mot. On ne peut que se demander ce qu'il aurait à dire sur ce qui allait arriver à toute son organisation. Le mois suivant, le 7 février 2020, le bras droit de Ridwan Tahi, Saïd Razouki, a été arrêté. Aux côtés de Ridwan, Saïd a gravi les échelons du crime, passant des petits délits à la vente de hashish, puis à une opération de plus grande envergure, la contrebande de cocaïne. Au sein de l'organisation, Ridwan est devenu celui qui prenait les décisions, et Saïd son bras droit de confiance.
Saïd avait également un rôle de figure plus sage. Là où Ridwan agissait sans réfléchir, Saïd prenait le temps de réfléchir avant d'agir. En tant que deuxième dans l'hiérarchie, Ridwan confiait à Saïd les missions qu'il souhaitait voir réalisées. Saïd transmettait ensuite ses missions aux bonnes personnes. Si quelqu'un avait un message pour Ridwan, c'était à Saïd que ce message était donné. Et il le transmettait à Ridwan et vice-versa. Saïd s'occupait aussi des exécutions ordonnées par Ridwan. De plus, il gérait la répartition du produit. Lorsqu'une cargaison arrivait, il veillait à ce que les kilos soient distribués. 50 kilos ici, 200 là, et ainsi de suite. Alors que les deux hommes étaient de plus en plus recherchés par la force de l'ordre du monde entier, Saïd s'est enfui en Colombie. Il a fallu des mois d'enquête pour l'arrêter. Les agents infiltrés ont mené une enquête approfondie en Colombie, en ciblant Saïd sur la base d'un indice vague selon lequel il se trouvait dans ce pays. Ils ont découvert ses centres d'intérêt, ses habitudes et ce qui le motivait. Dans un premier plan, ils ont utilisé des dispositifs d'écoute avancés installés dans un avion qu'ils ont fait voler au-dessus des quartiers huppés de Medellín pour trouver des pistes, mais Saïd est resté introuvable, utilisant un vieux téléphone non traçable. Ensuite, ils ont concentré leurs efforts sur ses activités religieuses, en surveillant les 3 mosquées de la ville. Après des semaines de surveillance, ils ont repéré un homme âgé près d'une mosquée qui semblait être Saïd. Les agents l'ont suivi jusqu'à un immeuble de grande hauteur à Sabaneta. Ils ont immédiatement loué des appartements dans le même bâtiment pour l'observer. Saïd sortait rarement de son appartement, sauf pour aller à la mosquée. Il commandait de la nourriture halal pour ne pas avoir à quitter son domicile. Mais c'est précisément cela qui l'a trahi. Au cours de 11 mois, ils ont obtenu plus d'informations sur lui et ont finalement réussi à obtenir une photo de haute qualité confirmant son identité. Peu de temps après, ils l'ont entendu discuter de son départ imminent du pays, déclenchant une intervention urgente des forces de l'ordre. Les Comandos Junglas de Colombie, une unité d'élite de lutte contre le narcotrafic, ont pris d'assaut l'appartement de Saïd le 7 février 2020. Dans une tentative désespérée de s'échapper, il a sauté par une fenêtre à 15 mètres de hauteur. Il s'est blessé et n'a plus pu marcher, ce qui a conduit à son arrestation. À la surprise générale, Saïd vivait dans un petit appartement sale, à l'opposé de ce qu'on l'imagine pour un trafiquant de drogue fortuné. Après avoir été détenu pendant plus d'1 an en Colombie, Saïd a été extradé vers les Pays-Bas en décembre 2021. Il faisait partie du vaste procès Marengo. Les procureurs l'ont qualifié d'absolument impitoyable et ont finalement réclamé une peine à perpétuité en février 2023. Saïd était soupçonné d'avoir participé à plusieurs assassinats, tentatives d'assassinat et assassinats en préparation. Absurdité totale, a-t-il déclaré après avoir entendu la requête. Il a nié toutes les accusations portées contre lui. En juillet 2023, Saïd a été autorisé à s'exprimer lors du dernier jour du procès. Il avait préparé 2 feuilles plaidant son innocence et niant toute implication dans des assassinats ou dans une organisation criminelle. « Je n'ai jamais donné l'ordre de faire éliminer quelqu'un. Je n'ai rien à voir avec M. Tahi », a-t-il déclaré. Quoi qu'il en soit, cela signifiait qu'un pilier de l'organisation de Ridwan était parti. Mais la police en avait encore plusieurs à attraper. Le 7 octobre 2021, Jawad F., le cousin de Ridwan, a été arrêté au Maroc. Jawad est le fils aîné de la sœur aînée de Ridwan. Il a été arrêté pour son implication dans un meurtre raté. En novembre 2017, 2 tueurs avaient reçu l'ordre d'éliminer Mustapha F. au Maroc, un trafiquant de drogue prospère et rival connu de Tahi. Cependant, à cause d'une grosse erreur, les tueurs ont tué un étudiant en médecine innocent de 26 ans qui s'avérait également d'être le fils d'un important juge marocain. Le jeune homme portait un t-shirt blanc, tout comme Mustapha, et était assis sur la chaise où Mustapha s'était assis peu avant. L'implication de Jawad dans ce meurtre lui a valu une peine de 6 ans de prison au Maroc. Ce n'était pourtant pas le seul meurtre dans lequel il était impliqué. Le nom de Jawad, surnommé Mbole, figurait dans de nombreuses grandes enquêtes policières aux Pays-Bas depuis des années, et il voulait aussi le poursuivre. Par exemple, il a été officiellement accusé d'être un suspect dans la direction des préparatifs du meurtre de l'avocat Dirk Wiersum, l'avocat du témoin clé Nabil B, le 18 septembre 2019. En outre, il aurait orchestré l'attaque d'un autre rival criminel de Ridwan. Cet homme a été attiré à un endroit à Utrecht le 30 octobre 2019 sous le faux prétexte d'une transaction de drogue. Au lieu de cela, il a été battu avec de nombreux objets.
Il a survécu à cette attaque par chance. Jawad était essentiellement l'un des hommes de Ridwan pour exercer la violence. Ja, neef en advocaat inderdaad van Ridwan Taghi vrijdag opgepakt. Ja, hij was volop actief als... Een paar uur geleden bracht de politie het nieuws naar buiten dat er opnieuw een man is aangehouden in verband met de moord op advocaat Dirk Wiersum. Volgens verschillende kranten gaat het om de neef van Ridwan Taghi, de meest gezochte crimineel van Nederland, die door het Openbaar Ministerie wordt gezien als opdrachtgever voor de moord op de advocaat. De advocaat en neef van Ridwan Taghi is opgepakt. Dat gebeurde toen hij hem vandaag bezocht in de extra beveiligde inrichting. Juste un jour après l'arrestation de Jawad, la police a arrêté une autre personne de l'organisation de Ridwan, bien que cette arrestation ait été hautement inattendue. Le 8 octobre 2021, le cousin de Ridwan, Youssef Tahi, a été arrêté. Mais Youssef n'était pas seulement un cousin, il était aussi un avocat, l'avocat de Ridwan. Cette position lui permettait de rendre fréquemment visite à Ridwan dans la prison de haute sécurité. Youssef était en fait le lien le plus important pour Ridwan avec le monde extérieur après son incarcération. Il a été autorisé pour la première fois à entrer dans la prison de haute sécurité le 12 mars 2021. Dans les mois qui ont suivi, il y a eu exactement 98 moments de contact entre Youssef et Ridwan Tahi, dont 22 visites. Ces visites duraient parfois 2 à 3 heures. Cependant, ils n'ont utilisé qu'une fraction de ce temps pour parler de leur dossier judiciaire. Entre autres choses, Ridwan et Youssef communiquaient à propos du trafic de drogue, de la planification de la violence contre un ancien beau-frère de Ridwan Tahi, de la corruption de fonctionnaires et des plans d'évasion. Ce dernier sujet de discussion était particulièrement important. Malgré la règle selon laquelle un avocat et son client ne peuvent être mis sur écoute, il y avait un doute raisonnable selon lequel Youssef abusait de sa position d'avocat de Ridwan. De plus, la police a reçu une information selon laquelle, même enfermé dans la prison de haute sécurité, Ridwan continuait d'une manière ou d'une autre à diriger son opération. Cela a conduit à la violation de cette règle sacrée et chaque conversation entre Ridwan et Youssef a été écoutée à leur insu. Les deux hommes pouvaient être entendus murmurer en néerlandais et en arabe, tout en écrivant et gribouillant constamment sur du papier. Parfois, ils se mettaient à parler bruyamment en néerlandais et en arabe de sujets complètement anodins, pour ensuite recommencer à murmurer. Cela montrait apparemment que la communication entre eux deux était destinée à rester cachée. Ce qui a encore accru les soupçons, amenant la police à prendre une autre décision radicale. Installer des caméras. Les images de ces caméras montraient Ridwan écrivant sur un morceau de papier, puis le montrant à Youssef. Youssef, à son tour, prenait une photo de l'écrit avec son iPad. Youssef montrait également des images à Ridwan via son iPad, auquel Ridwan répondait en écrivant à nouveau sur du papier, et ainsi de suite. Certains messages montraient que Ridwan dirigeait toujours son organisation. Par exemple, un message disant 9 millions à la femme de nom non divulgué, 5 millions à sa mère, et 2 millions à l'homme qui vit avec sa mère. Une fois, les messages de Ridwan étaient trop longs, ce à quoi Youssef a répondu en écrivant sur son iPad « Trop de mots, court est la clé de succès » et écrit lisiblement « Je dois transcrire », ce à quoi Ridwan s'est contenté d'acquiescer de la tête. Eh bien, les discussions ne se sont pas arrêtées à l'organisation d'affaires. En plus de discuter des opérations de Tahi, ils organisaient activement 2 plans d'évasion violents. L'un de ces plans était appelé Plan Bios, l'autre Plan C. Plan Bios devait être une évasion nécessitant l'aide de Navy Seals hautement qualifiés et lourdement armés, ainsi que 1500 litres d'huile pour rendre les routes autour de la prison glissantes. Ce plan incluait même la coupure de toutes les communications et de l'électricité autour de la prison. Voici quelques-uns des messages intrigants que les deux hommes se sont écrits. Comme je l'ai mentionné plus tôt, les hommes mélangeaient parole et écriture lors de leur communication. Ce qui suit est uniquement ce qui a été écrit. Il faut préciser que parfois, les choses ne semblent pas avoir de sens immédiatement, non plus. Youssef a dit « recevra un appel aujourd'hui ». Non divulgué, et son groupe travailleront avec non divulgué pour discuter de BIOS. Es-tu d'accord? Ridwan a répondu « Je ne comprends rien à BIOS. Ce n'est pas un jeu d'enfant. Si non divulgué ne vient pas, je ne vivrai plus, ou ne verrai jamais la lumière du jour. Je ne peux rien dire sur BIOS pour le moment. Seulement une fois que je connaîtrai leur plan, je pensais qu'ils étaient prêts pour tout. » Après une réponse de Youssef, Ridwan insiste à nouveau sur l'importance du plan BIOS. BIOS n'est pas un jeu, ma vie en dépend. Pourquoi cela prend-il autant de temps? BIOS a la priorité. BIOS doit être parfait. Ces gens s'y attendent. Alors ça doit être discret.
pas par la force brute. Une fois dehors, assure-toi qu'il y ait beaucoup de vélos, un vélo devant, un vélo derrière. Vérifie les caméras sur la route d'évasion. Regarde YouTube pour des vidéos sur ma cellule. Tu verras la fenêtre et le type de fer qu'ils ont utilisé. Assure-toi que tout soit planifié à la perfection, pas de type stupide. Je veux des Navy Seals, des vrais gars, pas des voleurs. Puis, lors d'une réunion quelques mois plus tard, Ridwan exprime clairement sa frustration quant au temps que cela prend et au fait qu'il n'y a toujours pas de plan. Toujours rien. Ça doit être la manière des Navy Seals. Tu prends ça trop à la légère, vraiment. Fais des dépenses. Donne-leur un peu d'argent, pas trop, seulement quand c'est bien fait. Plan de sol, tout aurait dû être déjà prêt. J'ai un mauvais pressentiment à propos de tes discours et promesses. Je veux voir le plan exact maintenant. Je demande 1000 fois pour un plan toujours rien. Plan de sol bientôt, sinon full camp. Donc, en plus du plan BIOS, il y avait aussi le plan C. Les deux hommes voulaient kidnapper 4 employés de l'EBI et exiger une libération, bien que ce plan ait été moins détaillé que le plan BIOS. Ridwan a dit au propos du plan C, « Ces noms doivent être trouvés. C'est le plan C. Si je dis le mot de code Megamendi, c'est le moment pour plan C, ok? Ces noms sont importants. » Les noms des 4 personnes ont effectivement été trouvés. Cela a conduit à leur mise en sécurité pendant une longue période. Au cours de ces longues sessions, Youssef a réalisé les risques qu'il prenait et a écrit « Si jamais cela se découvre, c'est clair qu'il y a des informations qui sont sorties. Cela s'est découvert. » Youssef Tahi a été arrêté. En janvier 2023, il a été condamné à 5 ans et demi de prison. Lors de son procès, Youssef Tahi a déclaré qu'il se sentait sérieusement sous pression à cause de son cousin. Cependant, le tribunal n'a trouvé aucune preuve suffisante pour appuyer cela. L'accusé a lui-même pris la décision d'assister son cousin. Il n'y a aucun signe de pression. Le tribunal a considéré comme prouvé que Youssef Tahi jouait un rôle clé dans l'organisation criminelle de son cousin Ridwan. L'accusé était plus qu'un simple garçon de course. Il réfléchissait aussi à la manière dont il pouvait aider l'organisation criminelle, a déclaré le tribunal. Youssef a dit ceci à propos de son neveu devant le tribunal. Il te raconte des informations, et même si tu ne veux pas les entendre, elles te sont partagées. C'est comme ça que tu te fais aspirer dedans, millimètre par millimètre. Ne pas faire ce qui était dit pouvait m'apporter de sérieux ennuis. Ne pas coopérer aurait fait de moi un indique. Je savais trop de choses. J'espérais m'en sortir discrètement, mais je suppose que ça n'a pas marché. À ce stade de l'histoire de Ridwan, nous sommes maintenant 4 ans après son arrestation à Dubaï. Voici un bref résumé de ce que nous avons vu jusqu'à présent. Son bras droit Saïd, son cousin Jawad et son avocat Youssef ont été arrêtés. De plus, et c'est plutôt crucial, ses plans d'évasion ont été découverts. Cela fait pas mal, non? Eh bien, nous sommes encore loin d'avoir tout vu. Mais d'abord, je m'efforce constamment d'améliorer la qualité et la durée des vidéos pour vous tous. Celle-ci a demandé beaucoup de travail. Vous pourriez immensement aider la chaîne en prenant une petite seconde pour laisser un j'aime et un commentaire. Cela ne vous coûte rien, mais me permettra de continuer à m'améliorer et à vous proposer les meilleures vidéos de qualité. Un vrai win-win. Aussi, assurez-vous de vous abonner et aidez-moi à atteindre mon objectif de 100 000 abonnés. Vous êtes les meilleurs. Revenons à l'histoire. Parce que Youssef Tahi n'était pas le seul avocat de Ridwan à voir la prison. Son autre avocat, Inez Vaski, a également eu des ennuis. Inez Vaski est l'une des avocates criminelles les plus réputées des Pays-Bas. Elle est aussi connue pour son apparence particulière. Mais ne vous laissez pas tromper par cela. Elle est devenue l'avocate de Ridwan en 2019, peu de temps après son extradition de Dubaï. Beaucoup se sont immédiatement interrogés sur la raison pour laquelle elle avait accepté de le représenter. Juste après qu'Inez ait pris Ridwan comme client, des messages PGP montrent comment sa famille cherchait désespérément des moyens de continuer à communiquer avec lui. Peu de temps après, Inez Vaski avait elle-même un téléphone PGP uniquement pour rester en contact avec Faisal, le fils de Ridwan, qui vivait à Dubaï. Cela ne semblait pas lui plaire. Vous comprenez que je ne peux rien dire. J'espère également que cela ne sera pas partagé avec des tiers, disait un message qu'elle avait envoyé. De son côté, Faisal donnait des instructions à sa tante, la sœur de Ridwan, aux Pays-Bas, avant chaque visite qu'Inez faisait à Ridwan en prison. Cette tante se rendait également fréquemment en personne chez Inez. Un des messages que Faisal envoyait à sa tante disait « Quand tu seras avec l'avocate, peux-tu lui dire d'allumer son téléphone? Et peux-tu aussi lui demander si elle pourrait découvrir ce que mon père voudrait que je fasse ?» Un autre message disait « Je pense, tante,
que tu dois aussi demander à l'avocate de rendre visite à papa demain et après-demain, car il y a beaucoup à discuter. Dans d'autres messages PGP, le fils demandait à nouveau une décision à prendre. A-t-elle dit quelque chose d'agréable? Peut-elle aussi demander s'il y a quelque chose, comment nous pouvons l'aider? Demande-lui aussi ce que je dois faire à propos de l'argent de non divulgué. Si elle peut poser cette question en priorité pour qu'il n'envoie pas sans cesse des emails à ce sujet. Les messages montrent cependant qu'Inez ne répondait pas assez vite, selon Faisal. L'avocate est étrange. Elle n'a pas envoyé d'email depuis sa visite. D'habitude, elle envoie un email tous les quelques jours. Plus tard, un autre message se plaignait de la communication d'Inez. Cette avocate est folle. Jamais d'email, jamais de message. C'est une femme folle, bizarre. Puis, le 21 avril 2023, une nouvelle fracassante est tombée. Mademoiselle Inez Wesky a été arrêtée par la police néerlandaise. Tous les titres aux Pays-Bas parlaient d'elle ce jour-là. Son bureau à Rotterdam et son domicile ont été perquisitionnés de fond en comble par la police, ce qui est assez inhabituel en raison de les lois strictes sur la confidentialité sous lesquelles un avocat doit opérer. Tout comme Youssef Tahi, elle a été accusée de faire partie de l'organisation de Ridwan et de servir de messagère pour lui. Malgré l'incarcération de Youssef, la police soupçonnait toujours que Ridwan parvenait à communiquer avec l'extérieur. Lors d'une audience en juillet 2022 dans l'affaire Youssef, son nom avait été mentionné en tant que messagère. Elle aurait en fait été la première à livrer des messages au nom de Ridwan, bien avant que Youssef n'entre en scène. D'après les messages interceptés entre des membres de la famille de Ridwan Tahi, il lui avait remis une clé USB contenant des informations secrètes. Elle devait montrer ces informations à Ridwan via son ordinateur portable et transmettre ses réponses à la famille. Ces membres de la famille pouvaient alors prendre les mesures nécessaires. Un des messages interceptés disait « Si elle peut l'apporter vendredi, ce serait super. Nous aurons une réponse dans une semaine. Encore mieux si elle pouvait aussi l'imprimer. » Après avoir parcouru les messages PGP, les informations sur la clé USB faisaient référence à des transports de drogue. Peu de temps après, le fils de Ridwan a envoyé un message à Rafael Imperiale au sujet des finances. Imperiale est le chef mafieux italien avec qui Ridwan faisait affaire, mais qui est aussi, de manière intéressante, le beau-père de Faisal. La petite amie de Faisal est la fille de Rafael Imperiale. Je le dirai à mon père. J'espère qu'il pourra répondre dans quelques semaines. Encore une fois, Inez Wesky n'a pas répondu assez vite, ce qui a contrarié le fils de Ridwan. Un mois plus tard, le fils a contacté à nouveau Imperiale. Il n'y a aucun moyen de communiquer avec lui en ce moment. Puis, un mois plus tard, Ridwan a finalement répondu via Inez. Le fils de Ridwan a pu transmettre cette réponse à Imperiale. La réponse concernait un calcul sur un paiement des drogues. Cependant, Ridwan a également exprimé sa déception envers Imperiale, qui apparemment ne tenait pas bien ses comptes. Il a dit à son fils qu'il devait maintenant exclure Imperiale de tout futur transport de drogue. Revenons à l'arrestation d'Inez. Le 1er juin 2023, elle a été libérée de prison après qu'il était déterminé qu'il n'y avait plus de raison suffisante pour la maintenir en détention. Pourtant, elle reste suspecte dans cette affaire. Il y a eu des débats pour savoir si Ridwan et sa famille l'avaient forcée à agir ainsi, ou si elle avait coopéré librement et s'était peut-être même fait arrêter volontairement à cause de la pression. Quoi qu'il en soit, elle a été suspendue en tant qu'avocate. Le 21 avril 2023, Anwar Tahi a été arrêté. Anwar, un autre cousin de Ridwan, est considéré comme un associé important dans l'organisation criminelle de Ridwan. Il avait déjà été arrêté 2 fois pour son implication dans l'organisation de Ridwan, mais il avait dû être relâché, faute de preuves. Cette fois, c'est différent. Anwar est soupçonné d'être la tête de sa propre sous-organisation, impliqué dans le vol, la récupération, le stockage et la préparation de voitures qui seraient ensuite utilisées pour les assassinats commandités par Ridwan. En plus que cela, Anwar est également soupçonné de trafic de drogue et d'être directement impliqué dans l'assassinat de l'avocat Dirk Wiersum. Bien qu'il ait toujours nié cela, les procureurs estiment qu'il y a suffisamment de preuves pour le condamner cette fois. L'affaire est toujours en cours et la prochaine audience est prévue pour le 14 novembre. Puis, à la fin du mois de juillet 2023, l'un des derniers membres encore actifs de l'organisation de Ridwan a été arrêté. Vous vous souvenez du fils à qui Ridwan avait envoyé ce selfie avec un baiser, il y a environ 7 ans. C'était ce fils, Faisal Tahi, maintenant âgé de 22 ans, qui a été arrêté. L'arrestation a été faite à la demande des autorités néerlandaises sur la base de soupçons selon lesquels Faisal, également connu sous le nom de Genius, faisait partie de l'organisation criminelle de son père.
Faisal Tahi, qui étudiait à Dubaï, a nié les accusations portées contre lui. Le gouvernement néerlandais avait approuvé un traité avec les Émirats arabes unis pour faciliter l'extradition des criminels impliqués dans le crime organisé il y a un certain temps. Peu de temps après cet accord, Faisal a été arrêté. Cependant, il n'a pas encore été extradé, bien que le traité soit pleinement en vigueur. Selon des initiés, une première demande d'extradition de Faisal Tahi a été rejetée par le tribunal de Dubaï, car le juge ne considérait pas le soupçon comme suffisamment sérieux. Au moment de la rédaction de ce texte, un appel est en cours. Les autorités d'enquête supposent que Faisal a joué un rôle de leader dans l'organisation criminelle après l'arrestation de son père. Il est devenu le chef de la famille, prenant soin de sa mère et de ses 6 frères et sœurs. C'est ce que révèlent les communications interceptées que nous avons couvertes précédemment. Faisal Tahi aurait co-dirigé le trafic de drogue et le blanchiment d'argent de l'organisation, et aurait comploté avec son père pour le faire sortir de l'EBI, prison de haute sécurité, par la force. L'affaire contre Ridwan Tahi est si vaste qu'il n'y a pas encore de verdict. Au fil des ans, de nombreux autres crimes ont été ajoutés à son procès. Il risque la prison à vie, ce qui, au vu de l'affaire, semble être l'issue attendue. Si ce dont il est accusé est prouvé, Ridwan Tahi a causé beaucoup de destruction et de violence dans le monde, en particulier aux Pays-Bas. Jamais les Néerlandais n'avaient vu des actes aussi violents, comme l'assassinat d'un avocat, d'un journaliste criminel, d'un frère d'un témoin clé, des personnes innocentes, et ainsi de suite. Cependant, malgré ce dont il est accusé, Ridwan peut encore compter sur le soutien de plusieurs personnes. Elles s'étaient même rassemblées devant le tribunal une fois. Media veroordeeld. Fuck the media. Fuck justitie. C'était l'histoire de Ridwan Tahi. Je vous remercie vraiment d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oubliez pas de laisser un j'aime, un commentaire pour partager vos pensées et assurez-vous de vous abonner si ce n'est pas déjà fait.